Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Depuis un certain temps, comme vous le savez, nous sommes en train de faire un cours de pisciculture. Un cours bien sûr qui va vous permettre d'avoir certaines notions de base en matière de pisciculture et de vous lancer dans ce domaine. Aujourd'hui, nous allons parler des espèces les plus cultivées. Les tilapias, les poissons-chats et les carpes sont les espèces les plus cultivées dans les zones tropicales. La culture des tilapias. Le groupe des tilapias est formé par des espèces tropicales de poissons d'eau douce qui sont originaires d'Afrique et du Moyen-Orient. On connaît au moins 77 espèces de tilapia, parmi lesquelles le tilapia du Nil est celle qui se développe le plus rapidement. Les tilapias sont des poissons idéaux pour la polyculture dans des conditions environnementales pauvres et où lorsque la gestion de l'étang ne vient pas au premier rang des priorités. Ce sont des poissons robustes capables de supporter les températures d'eau extrêmes ainsi que de faibles taux d'oxygène dissous. Le frais naturel se produit dans pratiquement tous les types d'eau. L'intervalle de température de l'eau assurant une croissance et une reproduction optimale va de 20 à 30 degrés Celsius. Les tilapias peuvent supporter des températures d'eau aussi basses que 12 degrés Celsius et ils survivent dans des eaux dont la température a une valeur inférieure à 10 degrés Celsius pendant des périodes de temps prolongées. On connaît également certaines espèces qui survivent et se développent dans l'eau salée. Comme ce sont de vrais omnivores, les tilapias mangeront presque tout. En raison des caractéristiques favorables de à la culture mentionnée dans ce qui précède, on considère les tilapias comme étant les espèces les plus appropriées à la pisciculture à petite échelle. Parmi les espèces les plus cultivées, il y a les tilapias. Et lorsqu'on parle des tilapias, il y a plusieurs espèces. Ce qui est avantageux chez le tilapia, c'est que ça peut supporter certaines conditions défavorables, c'est-à-dire que c'est une espèce robuste. Ça peut supporter de larges variations de taux d'oxygène dissous, de larges variations de taux de sel et en plus c'est un omnivore. Donc les tilapias vraiment sont idéales pour la pisciculture. Cependant, la production continuelle des tilapias entrave la pisciculture lucrative. Un tilapia devient sexuellement mature lorsqu'il atteint une taille d'environ 10 cm, environ 30 g de poids corporel. Cette maturation précoce et la reproduction fréquente entraînent une surpopulation des étangs par des jeunes poissons et conduira à une compétition violente entre le stock de tilapia et les nouveaux-nés. Ceci fera décroître le taux de croissance du stock de tilapia, donnant comme résultat de nombreux exemplaires de tilapia de petite taille au moment de la récolte. Le tilapia se reproduit naturellement et de façon rapide. En plus de cela, le tilapia déjà à l'âge de 10 cm est à mesure de se reproduire. Donc si la reproduction n'est pas contrôlée, ça ne sera pas rentable à la fin du cycle d'élevage parce qu'il y aura beaucoup de poissons, il y aura beaucoup d'alevins, il y aura beaucoup de petits poissons qui ne vont pas pouvoir bien se nourrir parce que les poissons adultes, les grands poissons seront là. Le système de culture de tilapia le plus commun et le plus répandu est celui qui utilise des étangs en terre de toute taille.
Dans la culture en étang, on essaie de surmonter le problème de la reproduction précoce et donc de la surpopulation de l'étang. Parmi les différentes méthodes appliquées, la plus simple consiste à effectuer une récolte continue. Pour ce faire, on enlève les plus gros poissons en utilisant un filet sélectif fait de matériaux naturels ou de nylon. Ainsi, le fait d'enlever les poissons qui ont une taille commercialisable permet aux jeunes poissons de continuer à se développer. Bien que cette méthode prolonge la période avant l'arrivée à maturité, elle est intensive en main-d'œuvre. Elle comporte également le risque de détérioration génétique du stock. Les gros poissons qui ont une croissance rapide sont vendus. Par conséquent, ce sont les exemplaires à croissance lente qui assureront la reproduction. Comme les tilapias se reproduisent rapidement, on peut choisir de vendre les plus gros poissons afin de laisser les petits poissons se développer, les jeunes poissons se développer. Mais l'avantage, mais l'inconvénient qui est là, c'est qu'on risque de vendre les espèces qui ont une croissance rapide, qui ont un bon patrimoine génétique, et laisser les petits poissons, les espèces qui n'ont pas une croissance rapide, les poissons bien sûr qui n'ont pas une croissance rapide dans l'étang. Une méthode un peu plus complexe consiste à enlever le fretin de l'étang au moment où ils sortent des œufs, à les élever dans les étangs d'alevинage, puis les mettre en stock dans des étangs de grossissement. Cependant, comme indiqué dans ce qui précède, les poissons auront tendance à se reproduire avant d'avoir atteint une taille commercialisable et la surpopulation pourra toujours poser un problème. Donc, une autre méthode que les gens utilisent, c'est de récolter, c'est-à-dire d'enlever le fretin de l'étang et de les mettre à part, peut-être dans des viviers ou en tout cas dans d'autres étangs, dans d'autres infrastructures pour leur permettre de se développer rapidement. Maintenant, le problème là encore, c'est ils vont rapidement arriver à maturité sexuelle et se reproduire. Il y aura encore problème de surpopulation. Pour le pisciculteur qui a une petite exploitation pour l'autoconsommation, la manière la plus rentable de contrôler la surpopulation est d'élever également un stock de poissons prédateurs dans le même étang que les tilapias. Les prédateurs en question mangeront la majeure partie du fretin du tilapia. Les poissons qui sont des poissons juvéniles et par conséquent préviendront la surpopulation de l'étang. On utilise différents prédateurs sur le plan commercial. Il y a Cyclasoma managensis, il y a Hemichromys fasciatus, il y a la pêche du Nil ou la Test niloticus, il y a Micropterus salmoides, il y a Bagrus docmac. Quand on vend les prédateurs, ils obtiennent souvent des prix de marché élevés. Donc, si la pisciculture que vous êtes en train de faire, c'est une pisciculture d'autoconsommation, vous pouvez faire le choix d'associer au tilapia des prédateurs, c'est-à-dire des poissons carnivores. Là, ils vont consommer une bonne partie des frétins. Là, ça va vous permettre de contrôler la reproduction. Et là encore, si vous choisissez de vendre les carnivores, là, vous pouvez avoir la chance de les vendre à un prix un peu plus élevé. Lorsque vous appliquez cette méthode pour contenir la multiplication des tilapias, il faut considérer les facteurs suivants: la taille et la densité de stock, aussi bien des tilapias que des prédateurs, ainsi que le moment dans le temps où les prédateurs sont introduits dans l'étang. En général, les tilapias commencent à se reproduire dès qu'ils sont mis dans l'étang. On peut donc introduire les poissons prédateurs au même moment. C'est vrai qu'il faut associer des prédateurs, des poissons carnivores à l'élevage des tilapias pour contrôler la surpopulation des tilapias, mais il faut aussi savoir le faire.
La densité de stockage des tilapias est de 2 par mètre carré et celle des poissons prédateurs varie selon la voracité de ces derniers. 83 poissons-chats d'au moins 30 cm de longueur pour 100 mètres carrés d'étang, ou 7 poissons à tête de serpent d'au moins 25 cm de longueur pour 100 mètres carrés. Si on choisit d'autres espèces de poissons prédateurs, il faut considérer consciemment le nombre et la taille de poissons à stocker. Comme règle générale, on peut partir du fait qu'un poisson prédateur consomme au maximum des poissons proies dont la taille représente 40% de sa propre longueur. Cela implique que lorsque vous mettez en stock des tilapias de 10 cm, les poissons prédateurs introduits devront avoir une longueur inférieure à 25 cm. Sinon, le prédateur mangera le stock de tilapia. Donc, lorsqu'on veut associer des poissons carnivores à l'élevage de tilapia, il faut surtout penser à la taille. C'est que vous devez avoir de gros poissons, de gros tilapia et des petits carnivores. Sinon, si les poissons carnivores sont de grande taille, ils vont dévorer tout le stock, ils vont décimer tout le stock. La densité de stockage du prédateur dépend de sa voracité. Pour estimer le degré de voracité du prédateur à stocker, vous pourrez faire les comparaisons entre celui du poisson-chat à voracité modérée et celui du poisson à tête de serpent qui est très vorace. Ici, nous avons une figure montrant les papilles génitales des tilapias. En A, nous avons la papille génitale d'une femelle et en B, nous avons celle d'un mâle. Les tilapias mâles se développent plus rapidement que les femelles, donc ils sont souvent plus grands au même âge. On peut distinguer les tilapias mâles des femelles par le biais ou l'absence de fente transversale au niveau des papilles génitales. Donc, pour distinguer les mâles des tilapias, c'est au fait les mâles des femelles chez les tilapias, c'est au fait la fente transversale. Donc, les femelles ont une fente. Chez les femelles, on constate la présence d'une fente transversale, alors que chez le mâle, il n'y a rien. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.